On reparle des élections municipales aujourd'hui sur Euradio. Elles ont lieu partout en France les 15 et 22 mars. Et pendant cette période de campagne électorale, les candidats et candidates s'engagent sur de nombreux sujets. Mais sont-ils et sont-elles prêtes à s'engager contre les violences sexistes et sexuelles en politique ? Le Club des 52 vient de publier une charte pour une vie politique exemplaire. On en parle avec sa présidente fondatrice. Bonjour Anne-Catherine Bureau-Gégaud. Bonjour. Alors d'abord, tout simplement, c'est quoi le Club des 52 ? Alors, le Club des 52, c'est une association qui a été créée en 2013 pour défendre, avec comme objectif de défendre l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, face à un constat premier qui est déjà cet objectif-là n'est pas partagé par l'ensemble des femmes, ce qui pose un problème peut-être et sûrement de messages politiques. Donc, notre volonté est de parler à l'ensemble des femmes et désormais aux hommes, parce qu'ils sont également partie prenante, et de convaincre tout le monde que notre société irait mieux avec l'ensemble de la population qui partage les mêmes droits. Avant de préciser ce qu'est ce féminisme partagé que vous défendez, pourquoi 52 ? Alors 52, puisqu'en métropole, nous sommes 52% de femmes. En Outre-mer, c'est 53, c'est la petite spécificité. Donc on a choisi ce nom, et qui est resté, qui s'inscrit et qui parle en fait assez bien. Donc on y est aujourd'hui très attachés. Donc 52% de femmes dans l'ensemble de la population française. Exactement, en métropole. Donc pour nos amis ultramarins, je spécifie. Et donc vous voulez promouvoir un féminisme partagé. Qu'est-ce que vous entendez plus précisément par là ? Alors partagé donc avec les hommes. Alors au départ, il y a à notre sens, un sujet avec le terme féministe. C'est-à-dire qu'il est chargé de représentation, peut-être de fantasmes, d'idées préconçues. Chacun a sa propre représentation du féminisme. Et d'ailleurs, pour affaiblir le propos, on dit toujours des féminismes. Et en divisant, on est forcément moins unis, donc moins percutant. Nous, notre volonté, c'est que on n'y arrivera, en fait, que si on embarque tout le monde, que si on réussit à faire cette pédagogie nécessaire, puisque ça peut pas être les hommes contre les femmes, et ça peut déjà pas être des femmes contre des femmes. Parce que moi, j'ai rencontré un nombre insensé de femmes qui, quand on leur parle de sujet, mettent la main sur le cœur en disant non, moi je suis pas féministe, comme si c'était quelque chose comme si c'était une maladie honteuse. Mais en fait, en discutant avec elles, on leur explique que c'est pas possible de ne pas être d'accord pour avoir les mêmes droits que les hommes. Et il y a énormément d'hommes qui souhaiteraient des relations plus apaisées, ne serait-ce que pour leurs filles, pour leurs femmes, et ne serait-ce que pour vivre dans une société qui, si elle est plus égalitaire sur les droits, permettra aussi de lutter contre les violences. Le féminisme, en fait, est le préalable de tout. Mais qu'est-ce que vous répondez à celles qui pensent qu'il faut d'abord réfléchir sur ces sujets entre femmes avant peut-être d'y associer les hommes ? Alors, c'est quelque chose... Au démarrage, l'association réunissait essentiellement des femmes. Alors il y a eu un tournant. Alors comme toutes les associations, il y a eu le Covid qui effectivement a fait que chacun était un peu avec sa tête à réfléchir dans son coin. Et pour ma part, puisque donc quand j'ai fondé cette association, c'était le fruit d'une réflexion et d'un engagement. Il y a eu le procès Pellico. Et ce qui à mon sens... Donc on reprécise peut-être pour nos auditeurs, même si ça a été très largement médiatisé, Gisèle Pellico, violée par son propre mari, Dominique Pellico, et par plus d'une cinquantaine d'hommes qui avaient été recrutés par Dominique Pellico, et tous les hommes ont été effectivement condamnés dans cette affaire. Et d'ailleurs, il y a un livre qui sort en ce moment où Gisèle Pellico raconte cette affaire, et donc ça a été une prise de conscience aussi pour vous au sein de l'association, une prise de conscience supplémentaire. Tout à fait, parce que c'est vrai que effectivement, on parle de l'affaire Mazan, qui a été largement relayée, puisque parmi toutes ces pathologies qui sont effectivement celles des violences sexuelles, il y a le besoin d'avoir des images. Donc là, cette fois-ci, il y a eu des images, et il y a surtout le courage absolu de Gisèle Pellico de faire changer la honte de camp et de montrer. Donc il n'y a pas pu avoir de déni comme d'habitude, et il y a eu 51, je crois, co-accusés. Il y a d'autres hommes qui n'ont pas été identifiés, mais surtout, il y a eu face à l'horreur que c'est de jeter sa femme en pâture et d'avoir effectivement des hommes qui sont capables de venir, et aussi, il y a des femmes qui ont accompagné des hommes. Donc, c'est un sujet de société majeur.
auxquelles on ne peut pas imaginer répondre en se disant, nous, on va être dans une petite pièce entre femmes et on va trouver des solutions à ça. Ça nous a paru complètement fou. Et le besoin d'accueillir aussi la parole des hommes et de travailler ensemble. Et la première réunion qu'on a lancée, c'était au mois de mars l'année dernière, avec la ministre Aurore Bergé et Jean-Philippe Dugoin-Clément, qui est vice-président à la région, mais c'était important d'avoir aussi une figure politique masculine, nous a convaincus de ça. C'est-à-dire que désormais, le Club des 52 a partagé sa gouvernance est mixte. Elle donne la parole à chaque fois à des intervenants, un homme et une femme, l'un et l'autre, et notre assemblée, surtout le public est mixte et multigénérationnel. Ce qui fait qu'en fait, ça change complètement la teneur des débats. Et la première réunion qu'on a organisée comme ça, honnêtement, dans l'assemblée, on était une grosse centaine. Il s'est passé quelque chose. Et déjà, il y a certains hommes qui se sentent moins jugés et qui peuvent contribuer à faire bouger, Jugés par qui ? Vous dites certains hommes qui se sentent moins jugés, mais jugés par qui ? De ce discours peut-être un peu simpliste. C'est vrai que la majorité des prédateurs sont des hommes, on le sait très bien. Mais c'est les femmes qui élèvent les hommes. Moi, j'ai 3 garçons. Comment est-ce qu'on... quel message on fait passer pour que, en fait, ces schémas-là d'inégalité, de soient répétés de génération en génération ? On sait très bien qu'il y a un certain nombre de femmes qui entretiennent ces rapports inégalitaires. Et alors plus précisément sur les violences sexistes et sexuelles en politique, quel est le constat que vous faites aujourd'hui ? Est-ce qu'on a avancé ou est-ce qu'on a stagné ? Alors moi je ne pense pas que la politique soit un lieu à part. Je pense qu'il y a des violences dans ce microcosme-là, comme il y en a absolument partout et dans tous les cercles de pouvoir. Sauf qu'effectivement la vie politique aujourd'hui, elle a une loupe. Et donc, et Dieu merci, la parole se libère. Par contre, ce qu'on propose avec la Charte 52, c'est que les bonnes pratiques de l'entreprise puissent aussi bénéficier à la vie politique. Notamment, tout le travail qui est fait dans le cadre éthique, ce qu'on appelle la compliance, en fait, dans les entreprises, et notamment de mettre à disposition de l'ensemble des salariés un référent éthique et conformité quand on le peut, et surtout un tiers de confiance, qu'on peut appeler un référent éthique, qui a une adresse mail à disposition de l'ensemble des salariés, qui permet à chacun, non pas de dénoncer, c'est pas ça le sujet, mais quelquefois, c'est peut-être un signal d'alerte qui va permettre de signaler un comportement qui n'est pas approprié et qu'il va y avoir un tiers de confiance qui va pouvoir gérer cette parole-là. Ou bien, effectivement, d'être un lieu d'alerte qui peut être très grave et qui doit être traité. Et on le voit dans les entreprises, à partir du moment où ce référent existe, ce tiers de confiance, ça fait aussi que certaines personnes qui pourraient comme ça de temps en temps se laisser aller, qui sont pas forcément mal intentionnés, mais qui pourraient se laisser aller à des propos déplacés ou à des gestes déplacés, ne le font pas parce qu'ils savent qu'il y a ce cadre-là. Et donc c'est ça qu'on propose avec la charte du Club des 52. On va effectivement détailler ce que vous proposez dans cette charte, ce à quoi devraient s'engager les candidats et les candidates au municipal. Mais est-ce qu'il y a des faits qui vous ont plus particulièrement marqué concernant le sexisme en politique et comme on parle des municipales, autour des maires et des conseils municipaux ? Ce qui est très marquant, c'est que depuis la loi sur la parité de 2001, l'ensemble des conseils municipaux sont paritaires. On les a donc appelés les listes Shabada-Bada, donc un homme, une femme. De fait, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes sur une liste ? Vous êtes une femme, vous êtes en concurrence avec les autres femmes. Donc on peut pas dire que ça crée on peut parler de la sororité si vous voulez. Moi, c'est un concept auquel je crois pas beaucoup. Pourquoi vous y croyez pas, la sororité ? Simone de Beauvoir le disait très bien, il n'y a pas de solidarité de sexe, il y a que des solidarités de classe. Donc je pense qu'on peut organiser les choses de manière bienveillante et intelligente, mais je ne l'ai pas vu fonctionner. En tout cas. Et sur ces conseils municipaux, c'est la même chose aujourd'hui dans les départements où il y a ces assemblées qui sont totalement mixtes, c'est-à-dire que vous avez après l'élection un conseil qui se réunit avec autant d'hommes que de femmes et au final, aujourd'hui, on a toujours 16% de femmes maires. Mais on a vu quand même dans cette mandature entre 2020 et 2026 des propos sexistes dans des conseils municipaux. Est-ce que ça va mieux quand même de ce point de vue-là, ou alors il y a encore toujours beaucoup de sexisme dans les conseils municipaux en France ? Alors moi, je pense qu'il y en a partout. Et que c'est aussi souvent, mais les femmes, parmi les pires
Alors, je sais que quand je dis ça, ce n'est pas politiquement correct, mais pour en avoir entendu beaucoup, les femmes elles-mêmes, moi, je le demande souvent quand je prends la parole sur un sujet, déjà, appliquez-vous ça à vous-même, interdisez-vous, vous, femmes, tout propos sexiste. Ce sera déjà bien. Mais on a vu quand même beaucoup plus d'hommes, en tout cas dans les faits qui ont été médiatisés, tenir des propos sexistes contre des conseillères municipales, par exemple. Bien évidemment. Et ça doit être absolument banni, mais comme partout. On parle de lutte contre les violences sexistes et sexuelles en politique aujourd'hui sur Euradio avec la charte 52 portée par le club du même nom. Notre invitée est sa présidente fondatrice Anne-Catherine Bureau-Gégaud. Alors dans cette charte, les candidats et candidates au municipal s'engagent à mieux traiter les cas de harcèlement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ces cas de harcèlement, selon vous, ne sont pas suffisamment bien traités au sein des collectivités locales? Parce que dans cette charte, vous vous adressez aux maires, mais plus largement aussi aux conseils départementaux, aux conseils régionaux, etc. Alors dans cette charte, on s'adresse au démarrage aux candidats. C'est-à-dire, on part du principe que durant une campagne, déjà les oreilles sont grandes ouvertes, puisqu'il faut convaincre et être élu, et que c'est le moment d'être exemplaire. C'est un moment compliqué. C'est un moment compliqué parce qu'il faut faire campagne et que un peu tous les coups sont permis, et que prendre cet engagement, en fait, on demande aux candidats, à ses colistiers et à ses collaborateurs, ce qui est très important, c'est-à-dire à toute l'équipe qui va défendre un projet, de s'engager également sur ce sujet-là, qui est celui effectivement de l'exemplarité, sur le même modèle que l'entreprise. C'est très simple, c'est pas stigmatisant pour personne, c'est la même chose, et ça concerne les hommes comme les femmes, pour ensuite, une fois qu'on est élu, effectivement, pouvoir mettre en place un plan de formation et de prévention. Mais le temps important que l'on vit, c'est celui, effectivement, de la campagne électorale, qui est un temps de compétition et qui est un temps où il peut, effectivement, être dit des choses qui peuvent être déplacées et qui, aujourd'hui, il n'y a pas de cadre. Mais qu'est-ce qu'il faut améliorer très concrètement dans le traitement de ces cas ? Alors déjà, le point que je soulignais tout à l'heure, la mise à disposition, c'est-à-dire que je suis candidat, par exemple, à une élection, et je vais m'engager et je vais le dire. C'est-à-dire que je vais m'engager pour moi, pour mes colistiers, pour les collaborateurs, en signant cette charte, à ne pas tenir de propos sexistes, bien sûr, à bannir l'ensemble des propos sexistes, et à mettre à disposition cette fameuse adresse mail d'un tiers de confiance qui va pouvoir recueillir tous les signalements et surtout qui pourront être traités en totale discrétion. C'est-à-dire que la personne qui est destinataire de ces mails, cette adresse mail qui sera rendue publique, c'est-à-dire que cette charte, si vous voulez, je peux vous la montrer, elle comme ça. On la voit effectivement, on peut retrouver effectivement l'interview sur la chaîne YouTube de Radio, je le précise pour ceux qui nous écouteraient uniquement sur Radio, donc la charte du club des 52. Voilà, on peut donc la signer. Elle comprend 3 points qui sont effectivement très simples que je viens d'énumérer. On la signe, on indique l'adresse mail, on peut l'afficher dans sa permanence. C'est simple, ça permet à toutes les personnes qui sont intéressés par l'élection d'avoir l'information. On peut s'en servir sur ces supports de campagne et ça peut être aussi l'occasion d'organiser un débat public qui permettra par exemple de présenter la charte et aussi de parler de l'ensemble des dispositifs qui sont mis à disposition par les municipalités. Et donc effectivement, il y a trois étapes. Il y a la signature, la campagne et après l'élection. Et là-dedans, il y a l'administration de la mise en œuvre... j'informe, mes colistiers, mes collaborateurs et l'administration de la mise en œuvre d'un plan de sensibilisation et de formation. Comment on l'améliore, cette sensibilisation et cette formation auprès des élus ? Alors ça, aujourd'hui, il existe des dispositifs de formation qui sont pratiqués dans l'entreprise comme dans les collectivités territoriales et qui peuvent être tout à fait mis en œuvre au moment d'un séminaire avec l'ensemble des nouveaux élus. Il y a des organismes de formation qui savent faire ça très bien. Après, il faut qu'il y ait la dynamique, que l'exécutif qui a été élu porte cette dynamique pour qu'effectivement ce soit mis en œuvre sur l'ensemble du mandat. Et justement, vous parliez de dynamique. Comment a été reçue pour l'instant votre charte par les candidats et candidates au municipal ? Il y en a évidemment dans toute la France, mais quels sont les premiers retours que vous avez sur la charte ? Alors pour l'instant, ce qui est à notre sens formidable, c'est que il y a une autre association, puisque avec le Club des 52, depuis le départ, on aime travailler avec d'autres associations, parce que on est souvent chacun dans son couloir et les bonnes pratiques doivent être partagées. Donc, on travaille main dans la main avec une association qui s'appelle Dextera, qui est une association de collaborateurs de cabinet. Donc, les collaborateurs d'élus, ils parlent aux élus. Donc, effectivement, on a travaillé avec eux et ils étaient là, représentés par leur président d'honneur, Alexandre Morat, pour porter la charte et inciter les collaborateurs à aussi défendre
ces bonnes pratiques, parce que les collaborateurs et collaboratrices peuvent également être victimes de ce genre de propos. Il y a une enquête effectivement d'Ouest France parue il y a quelques jours qui l'a montré, effectivement, cette violence qui touche les collaborateurs et collaboratrices parlementaires. Exactement. Donc j'aime pas trop le terme, mais un peu cette synergie en fait de l'ensemble de l'équipe de campagne, c'est-à-dire que tous ceux qui vont défendre un projet, ils vont également défendre cette exemplarité et elle va s'appliquer à tous. Donc on porte ça ensemble. Les premiers signataires, c'est effectivement une équipe candidate à Courbevoie, mais mon but n'est pas non plus de faire de la publicité pour des candidats. Elle est accessible à n'importe qui, toute couleur politique. Pour l'instant, à Courbevoie, c'est la seule équipe de candidats qui s'est engagée sur la charte. Non, publiquement, il y en a d'autres qui sont en train de la signer, mais je veux pas. Ça fait partie de leur moment de communication dans leur campagne. Donc, bien sûr qu'on communiquera sur nos réseaux, mais il y a d'autres communes. Il y a la commune de Voisenon, en Seine-et-Marne, qui est une toute petite commune, qui s'est engagée immédiatement. C'est un jeune maire qui repart en campagne et qui a souhaité immédiatement signer la charte. Il l'a signé, il l'a mis sur son site internet. J'ai d'autres communes plus importantes qui prévoient un événement, donc je ne peux pas me permettre d'en parler à leur place, mais qui vont s'en servir effectivement pour parler. Ça peut permettre notamment d'avoir un échange sur comment on va former les policiers, par exemple dans une commune, comment sont formés les policiers à accueillir les signalements, comment on met en place des dispositifs de mise à l'abri, de transport à la demande, d'arrêt à la demande, de tout ce qui peut être en fait, tout ce qui est fait aujourd'hui par les communes, qui n'est pas forcément connu, et également de préparer un plan d'action pour après l'élection. Et est-ce qu'il y a des bonnes pratiques ailleurs en Europe que vous avez observées et qu'il serait intéressant de mettre en application pour lutter contre le sexisme et les violences sexistes et sexuelles en politique ? Alors, moi, je vous avouerai que nos remontées viennent plutôt de l'entreprise aujourd'hui que du monde politique. Et alors, c'est vrai que les entreprises, elles ont aussi, ce qui est intéressant, été sollicitées par les fonds d'investissement. On sait très bien qu'aujourd'hui, les banques, quand elles vont investir, exigent des entreprises qu'elles soient sur les critères ESG vertueux à un certain nombre de points, dont les cas de harcèlement. Donc, c'est vrai qu'on s'est plus basé sur ce qui se passe dans l'entreprise parce qu'on sait que ça fonctionne bien. Je vous avouerai qu'au niveau politique, je n'ai pas pour l'instant d'informations sur une autre... Il n'y a que le Club des 52 en fait qui propose ça. Qu'est-ce qui fonctionne bien dans l'entreprise et qui pourrait être appliqué en politique ? Sur cet aspect-là, bien sûr. Sur le fonctionnement de... Sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qu'est-ce qui marche bien ou plutôt bien dans l'entreprise qui pourrait être appliqué aussi au monde politique ? À partir du moment où vous avez un référent éthique et conformité partout qui est identifié dans une structure dans laquelle cohabitent des hommes et des femmes et des gens de toute origine, à partir du moment où il y a un tiers de confiance qui est là pour accueillir et surtout pour déminer. Moi, dans ma vie professionnelle, j'ai été référente éthique et conformité. Et la jeune génération, et je vois une différence, par exemple, dans le CODIR, entre des gens qui ont été habitués à fonctionner dans des cercles de pouvoir essentiellement masculins. Moi, j'ai grandi là-dedans, il y a des références. Et il y a une génération qui arrive qui n'a pas forcément les mêmes attentes et le même vécu sur le sujet. Le fait que ce message-là soit posé, ça change les relations. Je l'ai vécu de l'intérieur, c'est vertueux parce que cette nécessité, en fait, tout le monde la partage. C'est pas parce qu'on l'a pas expérimenté qu'on est contre. En fait, c'est pas une génération qui est mauvaise, mais qui a fonctionné dans ces cercles de pouvoir sans ça. Et pour terminer, c'est pas l'objet de la charte, mais c'est un autre enjeu. C'est quand même l'accès des femmes à des postes de responsabilité en politique. Au lendemain des élections municipales de 2020, la proportion de femmes dans les conseils municipaux, c'était de 42,4%. Il y a la parité dans les listes, mais effectivement, après il y a l'élection. Comment on fait en sorte d'atteindre la parité, le 50%? Alors, moi, je dirais que la parité dans les conseils, elle est de fait, c'est dans la loi. Donc, je vois pas comment, puisque la loi a changé pour la première fois. Les conseils municipaux des communes de moins de 1500 habitants auront l'obligation... Pour ces élections de 2026. Donc, de toute façon, on l'aura de fait, la parité. L'important, c'est le pouvoir, en fait. C'est les 16% de femmes maires qui sont effectivement une vraie question. Pourquoi, dans une enceinte totalement mixte, pourquoi il n'y a que 16% de femmes maires? Alors, il y a des femmes donc, qui votent pour des hommes.
pas de problème. Il y a des femmes qui n'ont pas envie d'être candidates. Mais il y a une habitude de pouvoir qu'il faut effectivement détricoter. Comment on fait en sorte qu'elles aient plus envie d'être candidates pour être mères ? Eh ben, engagez-vous. Et je pense qu'aussi, s'il y a moins de propos violents, c'est la même chose dans tous les cercles de pouvoir. Enfin, vous prenez un CODIR, un COMEX d'une grande entreprise, c'est pas plus bienveillant. Donc moi, je veux surtout pas qu'il y ait une opprobre jetée sur les politiques. Je pense que la politique, c'est vraiment le reflet de la société. Mais que si chacun s'inspire de quelque chose d'un peu plus vertueux, il n'y a aucune raison que la moitié de la population ne participe pas à l'organisation de la cité. Donc il faut défendre une vie politique exemplaire et de la bienveillance, c'est ce qu'on peut retrouver dans cette charte 52 que vous portez avec le Club des 52, Anne-Catherine Bureau-Gégaud, Club des 52 que vous avez fondé et dont vous êtes aujourd'hui la présidente. Merci d'être venue nous parler de ce sujet important aujourd'hui à l'approche des élections municipales sur Euradio. Merci à vous.